T'as fait rec? Ouais. On se permet de le répéter car c'est seulement notre deuxième vidéo, on est deux architectes, on vient juste de rentrer dans la vie active et on pense que c'est le meilleur moment pour apprendre la 3D. On a jeté notre dévolu sur Blender et on s'est donné 1 an pour aider cracks du rendu. Et chaque semaine on sort une image qui témoigne de notre apprentissage. C'est sur notre Instagram, n'hésitez pas à y venir, on y est plutôt bien et chaque dimanche on poste quelque chose. Pour comprendre le pourquoi du comment de ce revirement de situation, alors que pour ma part j'ai réussi à esquiver la 3D pendant tout mon cursus à l'école d'archi, tout part d'une réflexion commune. À une époque où l'intérêt envers l'architecture se fait de plus en plus discret, comment, en tant qu'architecte, parvenir à communiquer sur sa pratique ? Avant d'arriver à la livraison d'un projet, il y a un nombre incalculable d'étapes, de la conception à l'exécution, donc au chantier. Les acteurs du projet sont nombreux et notre but dans tout ça, c'est de se faire comprendre par tous pour parvenir au dessin initial. En général, les acteurs liés au monde de la construction sont plus ou moins familiers avec les documents techniques classiques, donc le plan, la coupe, l'élévation, les détails. Mais c'est pas forcément le cas de la personne sûrement la plus importante du projet, celle qui fait la pluie et le beau temps, le client. Et qui est de fait présent dès la genèse du projet. Le client, il veut un projet, l'architecte lui fait une proposition. Sur le papier, ça paraît simple, sauf que comment un architecte arrive à transcrire un concept, des idées, des spatialités à une personne qui ne connaît potentiellement juste rien au monde de la construction. Et ça, c'était notre questionnement de départ. Car après 5 ans en école d'architecture, les plans, les coupes et les façades deviennent un peu nos meilleurs amis. On sort bilingue d'un nouveau langage très codifié, un peu comme une représentation de l'espace universel, une sorte de langage de la main partagée. Sauf qu'une fois qu'on sort de ce lieu formidable qu'est l'école d'architecture, et qui est aussi un peu un entre-soi, on va pas se le cacher, et qu'on se confronte à la réalité, on se rend rapidement compte que les coupes que nous chérissions tant et nos plans exportés via un CTB aiguisé, ça n'évoque clairement pas des images à tout le monde. On a d'ailleurs fait l'expérience avec mes parents. Il y a quelques mois avec Charlotte, on s'est lancé dans un projet d'agrandissement pour leur maison. Première présentation, un projet, des plans, des coupes et surtout un gros flou général. Résultat, on s'est mis à dessiner et à se balader dans une maquette en 3D et tout de suite ça a été bien plus constructif. Mais quels sont les outils pour communiquer en architecture ? On l'a déjà évoqué 10 fois, mais on a les grands classiques, le plan et la coupe. En gros, le plan c'est une coupe horizontale à 1 mètre du bâtiment et la coupe c'est une section verticale et on regarde ce qui se passe à l'intérieur. Dans la même veine, on a les élévations et les détails techniques qui sont les documents de base très codifiés et qui permettent une même compréhension par tous les acteurs du projet. Et ce qui n'empêche pas d'en faire des documents assez exceptionnels, comme les plans de Geoffrey Bawa qui fait tout à la main et qui sont juste fous, et les coupes perspectives de l'agence de l'atelier Bawa, qui est une agence japonaise et qui est assez folle. Donc on a des bouquins d'ailleurs qui parlent de ce sujet de la coupe. Donc on vous les mettra en barre de description si ça vous intéresse. Maintenant qu'on a vu les documents filaires et codifiés, qu'est-ce qu'il nous reste ? On a le concret, le réel ou le presque réel. La maquette, c'est un outil à la fois de travail mais aussi de démonstration assez incroyable, même si particulièrement chronophage et généralement peu malléable. C'est un élément que nous on considère essentiel dans la conception et les échanges avec la maîtrise d'ouvrage, donc le client, mais qui passe très souvent à la trappe parce que c'est un travail qui demande beaucoup de temps et donc de l'argent. Ensuite, on a le dessin, le photomontage, le collage, ou de manière générale, tout ce qui a une approche plus sensible. Ces procédés, par des moyens plus ou moins abstraits, permettent de transmettre un concept, une esthétique, une matérialité, ou encore une émotion. Pour n'en citer quelques-uns, on trouve Diane Berg pour le dessin, Zumthor pour l'émotion, Archigram pour le collage, ou d'autres qui mélangent les techniques pour les adapter à leur pratique, comme Björk Ingels, l'archistar danoise, ou Ere Architecture, une petite structure bordelaise. Et la 3D dans tout ça ? La 3D c'est aujourd'hui très démocratisé avec plein de logiciels, des gratuits, des payants, donc globalement très accessible. Avec l'essor du processus BIM, le travail de la 3D en agence est devenu presque incontournable. Mais la véritable question c'est, qu'est-ce que nous, on va en faire de cette 3D ? Avant toute chose, il est important de mentionner qu'il existe tout de même plusieurs types de 3D. La 3D d'esquisse pour étudier le projet en volume, la 3D réaliste utilisée pour les concours ou pour imaginer un projet, la 3D technique liée à l'exécution, et enfin la 3D expérimentale qui ne s'ancre pas dans le réel et qui développe son propre langage. Avec Pile, on se positionnerait surtout dans la case 3D expérimentale puisque chacun de notre projet conçu n'a pas pour vocation à être construit, du moins pour l'instant. Et finalement, la 3D pour nous, c'est comme une sorte de laboratoire d'architecture rapide, accessible à tous, que l'on vient systématiquement lier
à une ou plusieurs inspirations. C'est devenu notre moyen de concevoir avec cette possibilité de moduler facilement la lumière, la matérialité ou même l'échelle, donc finalement d'expérimenter l'espace. C'est comme une sorte de toile vierge qu'on vient façonner au gré de nos humeurs, nos envies, nos principes, qui en quelque sorte est un prolongement du langage de la main. En architecture, la 3D elle a permis aux architectes de se détacher du dessin à la main, essentiellement pour un gain de temps phénoménal. Mais dans la démarche de Peel, pourquoi on viendrait se contraindre avec les règles du réel, alors qu'en venant explorer des univers utopiques, ça viendrait enrichir notre pratique future et surtout notre regard sur la ville de demain. Cette réflexion découle du travail d'Anthony Autier, plus connu sous le nom de Ziva Studio, qu'on a la chance de bien connaître. Il maîtrise en fait l'outil 3D à la perfection et a su au fil des années développer des univers et des projets virtuels qui flirtent avec le réel tant le photoréalisme est fou. Et finalement, ce qui est super intéressant, c'est de voir que ces créations d'univers parallèles viennent nourrir aujourd'hui ces projets construits. Oh, tu veux refaire? N'y aurait-il pas un rapport entre 3D et impressionnisme? Wink. C'est peut-être une incongruité, mais on positionne un peu l'avènement de la 3D à la naissance de la photographie. Bien que ce soit pas du tout en rupture totale avec les codes graphiques de l'architecture aujourd'hui, contrairement à l'impressionnisme qui lui se détachait totalement de ce qui se faisait à l'époque. L'impressionnisme est né d'une part par l'arrivée de la peinture en tube, mais aussi grâce à l'invention de la photographie. Parce qu'à partir du moment où on a envisagé la restitution de la réalité par la photo, les peintres n'étaient alors plus obligés de la restituer. Donc la photographie a permis une grande liberté aux artistes qui se sont alors mis à peindre leur propre vision du monde plutôt que de se contenter de son mimétisme. Et donc c'est là qu'est apparu l'impressionnisme, dont le but était non pas de retranscrire la réalité, mais de retranscrire une impression, un instant. Finalement, tout comme la photographie, puisque la 3D a permis aux architectes de produire des images super réalistes via des logiciels très performants, pourquoi se restreindre à ne produire que le possible? Et c'est ici que la 3D se transforme en outil de retranscription de l'irréel et devient à son tour un langage de l'esprit transmis par l'image, finalement. Mais vous me direz, Ils sont complètement teubés. comment l'avènement des nymphéas de Monet pourrait se rattacher à Jack le chien qui se transforme en fauteuil Gropius? Ok, c'est bien beau tout ça, mais quelles sont les limites de cette 3D? Déjà, on peut observer une forme de perte du monde tangible lorsque l'architecte conçoit, mais n'opère pas les missions d'exécution, donc de travaux, car ne finirait peut-être que par produire un rêve irréalisable. Ensuite, on a aussi l'apparition de l'intelligence artificielle et toutes les problématiques qu'elle engendre, mais ça c'est pour la prochaine vidéo. Sur ce, on retourne tester tout ça en pratique, on vous manquera pas de faire des vidéos pour débriefer tout cet apprentissage. On se retrouve donc très rapidement sur YouTube, on n'oublie pas de s'abonner pour rien louper de la suite. On a aussi le petit rendez-vous chaque dimanche sur Instagram. Et on n'oublie pas non plus le petit compte TikTok pour tous les jeunes débranchés, parce qu'on s'est suffisamment bien foutu notre gueule par rapport à ça. C'est ciao!